Pourquoi certaines maisons restent-elles fraîches, même lorsqu'il fait plus de 40 degrés à l'extérieur? Ce ne sont pas des maisons climatisées en permanence, ce ne sont pas non plus des constructions modernes bourrées de technologie. Ce sont souvent des maisons anciennes, construites avant l'invention de la climatisation, qui utilisent des principes physiques simples pour rester fraîches. La réponse pourrait vous surprendre. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de conception. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir exactement comment ça fonctionne. Aujourd'hui, on va explorer les mécanismes cachés derrière le refroidissement passif. Pas de gadgets, pas de promesses miracles, juste de la physique appliquée intelligemment. Vous allez comprendre pourquoi votre maison chauffe plus vite que celle de votre voisin, même si vous habitez dans la même rue. Vous allez découvrir des principes utilisés depuis des siècles dans les régions chaudes du monde, et comment certains d'entre eux peuvent s'adapter à une maison moderne. Certaines de ces solutions coûtent 0 €. D'autres demandent un petit investissement, mais réduisent durablement votre facture d'électricité. Restez jusqu'à la fin. La dernière section explique l'erreur la plus commune qui transforme une maison en four, sans que la plupart des gens s'en rendent compte. Avant de parler de solutions, il faut comprendre le problème. La chaleur pénètre dans une maison par 3 mécanismes principaux. Le rayonnement solaire direct sur les surfaces, la conduction à travers les murs et le toit, et l'air chaud extérieur qui s'infiltre par les ouvertures. Le toit est souvent le point d'entrée le plus important. Une toiture exposée en plein soleil peut atteindre une température de surface bien supérieure à celle de l'air ambiant. Cette chaleur se propage ensuite vers l'intérieur par conduction, à travers les matériaux de construction. Comprendre ce trajet permet de savoir où agir en priorité. Inutile de traiter les symptômes, si la source du problème reste ignorée. Dans les régions méditerranéennes et désertiques, les constructions traditionnelles utilisent souvent des murs épais en pierre, en terre ou en pisé. Ces matériaux ont une forte inertie thermique. Cela signifie qu'ils absorbent la chaleur lentement pendant la journée et la restituent lentement pendant la nuit. Résultat, l'intérieur reste frais pendant les heures les plus chaudes et la chaleur accumulée ressort seulement le soir, quand elle est moins gênante. L'avantage principal, c'est un déphasage thermique. Le pic de chaleur intérieure arrive plusieurs heures après le pic extérieur. La limite, c'est que ce principe fonctionne surtout dans les climats à forte amplitude entre le jour et la nuit. Dans les régions où il fait chaud jour et nuit sans baisse notable, l'inertie seule ne suffit pas. Un des principes les plus anciens et les plus efficaces reste la ventilation traversante. Le concept est simple. Créer un courant d'air en ouvrant des fenêtres opposées, pour que l'air chaud sorte d'un côté pendant que l'air plus frais entre de l'autre. Ce mouvement d'air ne refroidit pas seulement la pièce. Il évacue aussi l'humidité et procure une sensation de fraîcheur sur la peau, même sans baisse réelle de température. Pour que ce système fonctionne bien, il faut 2 ouvertures sur des façades différentes, idéalement orientées face au vent dominant. La limite, dans une maison sans ouvertures opposées ou dans un appartement avec une seule façade exposée, ce principe est difficile à appliquer sans aide mécanique, comme un simple ventilateur placé stratégiquement. Un deuxième mécanisme de ventilation naturelle repose sur la différence de densité entre l'air chaud et l'air froid. L'air chaud est plus léger, il monte, l'air froid est plus dense, il reste en bas. En ouvrant une fenêtre basse et une ouverture haute, comme une lucarne ou un vasistas, on crée un flux ascendant naturel. L'air frais entre en bas, l'air chaud s'échappe en haut. Ce principe, appelé effet cheminée, est particulièrement efficace dans les maisons à plusieurs étages ou avec un puits d'escalier central. L'avantage, il fonctionne même sans vent, uniquement grâce à la différence de température. La limite, il demande une configuration architecturale adaptée. Une maison de plein pied, sans ouvertures en hauteur, ne pourra pas en profiter pleinement. La couleur des surfaces extérieures joue un rôle souvent sous-estimé. Une surface foncée absorbe une grande partie du rayonnement solaire et le transforme en chaleur. Une surface claire en réfléchit une plus grande proportion. C'est pourquoi de nombreuses architectures traditionnelles des zones chaudes utilisent des façades et des toitures blanches ou de couleur claire. Ce principe s'appelle l'albédo. Plus une surface est claire et réfléchissante, moins elle emmagasine de chaleur. Repeindre un toit en couleur claire peut réduire la température de surface de manière notable, en particulier sur les toitures plates ou en tôle. La limite, ce principe seul ne suffit pas si l'isolation en dessous est absente ou insuffisante. La couleur réduit l'absorption, mais ne remplace pas une bonne isolation. L'ombre est l'une des méthodes de refroidissement passif les plus anciennes et les plus efficaces. Empêcher le rayonnement solaire direct de toucher les murs et les fenêtres réduit considérablement l'apport de chaleur avant même qu'elle n'atteigne le bâtiment. Les arbres à feuilles caduques, plantés du côté sud ou ouest selon l'hémisphère, offrent de l'ombre en été et laissent passer la lumière en hiver, une fois les feuilles tombées. Les auvents, pergolas et brise-soleil horizontaux jouent un rôle similaire pour les fenêtres, en bloquant le soleil haut de l'été, tout en laissant entrer le soleil bas de l'hiver.
L'avantage, c'est une solution durable et peu coûteuse à long terme. La limite, la végétation demande du temps pour pousser et un entretien régulier. Les auvents doivent être dimensionnés selon l'angle du soleil propre à chaque latitude. Les fenêtres sont souvent le maillon faible de l'enveloppe thermique d'une maison. Le verre laisse passer le rayonnement solaire beaucoup plus facilement que les murs, ce qui crée un effet de serre à l'intérieur des pièces exposées. Un double vitrage, ou un vitrage à contrôle solaire, réduit cet apport de chaleur en filtrant une partie du rayonnement infrarouge, tout en laissant passer la lumière visible. Une solution simple et économique reste les rideaux occultants clairs ou les volets extérieurs. Un volet fermé bloque la chaleur avant qu'elle n'atteigne le verre, ce qui le rend plus efficace qu'un rideau intérieur. La limite, les volets extérieurs demandent une installation et ne conviennent pas à tous les types de fenêtres ou de copropriétés. Le toit reçoit le rayonnement solaire le plus intense de la journée. Sans isolation adéquate, la chaleur accumulée dans la toiture se propage directement dans les pièces situées en dessous, en particulier sous les combles. Une isolation efficace agit comme une barrière qui ralentit ce transfert de chaleur, un peu comme les murs épais en pierre ralentissent la chaleur par inertie. Les matériaux isolants courants incluent la laine de verre, la laine de roche, ou des isolants naturels comme la ouate de cellulose, selon les disponibilités locales et le budget. L'avantage, une isolation de toiture correcte peut réduire significativement les besoins en climatisation, été comme hiver. La limite, c'est un investissement qui demande souvent une intervention professionnelle, et son efficacité dépend de la qualité de la pose, pas seulement du matériau choisi. Dans l'architecture traditionnelle méditerranéenne et nord-africaine, le patio central joue un rôle de régulateur thermique. Une cour intérieure ombragée, parfois agrémentée d'une fontaine ou d'un point d'eau, crée un microclimat plus frais grâce à l'évaporation de l'eau et à l'absence d'exposition directe au soleil. L'air frais généré dans ce patio circule ensuite vers les pièces adjacentes, en profitant des principes de ventilation déjà évoqués. L'avantage, ce système combine plusieurs mécanismes de refroidissement passif en un seul espace. La limite, il demande un espace disponible et une conception architecturale spécifique, difficile à intégrer dans une maison déjà construite sans rénovation importante. L'évaporation de l'eau absorbe de l'énergie thermique et refroidit l'air environnant. C'est le même principe que la transpiration sur la peau humaine. Un simple récipient d'eau placé devant une fenêtre ouverte ou un linge humide suspendu dans un courant d'air peut légèrement abaisser la température ressentie dans une pièce. Ce principe est plus efficace dans les climats secs, où l'air a une faible humidité et peut absorber davantage de vapeur d'eau. La limite, dans les climats humides, l'évaporation est ralentie et l'effet rafraîchissant devient minime, voire contre-productif si l'humidité intérieure augmente trop. Certaines habitudes quotidiennes annulent tous les efforts de refroidissement passif, sans que les habitants en soient conscients. Ouvrir les fenêtres en pleine journée, quand l'air extérieur est plus chaud que l'air intérieur, fait entrer de la chaleur au lieu de la faire sortir. Laisser les appareils électroniques allumés en continu ajoute une source de chaleur interne constante, souvent négligée. Fermer les volets seulement le soir, une fois que le mur a déjà emmagasiné la chaleur toute la journée, réduit fortement l'efficacité de cette protection. La bonne pratique consiste à fermer les ouvertures et les protections solaires tôt le matin, avant que la température extérieure ne dépasse la température intérieure, puis à aérer uniquement le soir et la nuit, quand l'air extérieur redevient plus frais. Voici un résumé des actions applicables selon votre situation. Si vous êtes locataire ou si vous ne pouvez pas modifier la structure du logement, privilégiez les rideaux occultants clairs, la ventilation croisée aux heures fraîches et la fermeture des ouvertures dès le matin. Si vous êtes propriétaire avec un budget limité, envisagez de repeindre une toiture foncée en couleur claire et d'installer des brises soleil ou une pergola légère du côté le plus exposé. Si vous envisagez une rénovation plus importante, l'isolation des combles et l'installation de volets extérieurs offrent généralement le meilleur rapport entre l'investissement et la réduction de la chaleur intérieure. Dans tous les cas, l'efficacité de chaque solution dépend de votre climat local, de l'orientation de votre logement et de son exposition au vent et au soleil. Ce qui fonctionne parfaitement dans un climat sec ne donnera pas toujours les mêmes résultats dans un climat humide, et inversement. La chaleur pénètre principalement par le toit, les murs et les fenêtres. L'inertie thermique, la ventilation traversante, l'effet cheminée, les couleurs claires, l'ombre et l'isolation sont des principes complémentaires, pas des solutions isolées. Aucune de ces techniques ne remplace complètement une climatisation dans les climats les plus extrêmes. Mais combinées intelligemment, elles réduisent considérablement les besoins en refroidissement mécanique, et donc la consommation d'énergie. Vous pouvez commencer petit. Observez d'abord à quel moment de la journée votre maison chauffe le plus, puis testez ces principes progressivement, en toute sécurité, en fonction de votre logement. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à Refroidissement Caché
pour découvrir davantage de solutions intelligentes afin de garder votre maison fraîche et d'économiser de l'énergie.